on poursuit avec l'analyse de Jean Messia, une analyse de l'actualité. Je cède la parole à Richard Desèze. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, Radio Courtoisie, briseur de tabous depuis 1987, père, fils, successeur. Voilà, telle est notre fière devise commerciale. Bonjour Jean Messia. Bonjour Richard, comment allez-vous ? À merveille. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que vous partagiez un point commun avec Gabriel Attal. Vous êtes hypersensible au Ballon d'Or 2025 décerné à Ousmane Dembélé, puisque Gabriel Attal a décidé, alors même que Emmanuel Macron reconnaissait la Palestine à l'ONU, lui-même ne parlait pas du tout de son ancien patron et il ne parlait que d'Ousmane Dembélé. Pourquoi cette passion pour Ousmane Dembélé ? Pourquoi avez-vous été si heureux de saluer ce Ballon d'Or ? Alors en fait, vous connaissez la fameuse maxime, hein, tout est politique. Et donc effectivement, le football, le sport de manière générale, l'est également. Moi, je ne m'intéresse pas particulièrement au football, notamment le football des clubs, ça ne m'intéresse pas. Je suis les grandes compétitions internationales, comme beaucoup de Français, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe des Nations. Mais bon, les championnats des clubs, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai commis un tweet en reprenant l'affiche officielle du PSG. Hein. Donc, il n'y a aucune malice, aucun aspect torve dans ma démarche. J'ai repris l'affiche du PSG où l'on voit Dembélé accroupi avec son ballon d'or, une très belle photo d'ailleurs, une très belle image. Et j'ai juste mis un tweet qui est factuel. J'ai dit « Je vous présente le ballon d'or français 2025 ». Figurez-vous que, alors évidemment, X a parfois ses raisons que la raison ne connaît pas. Ce tweet a été vu 4 millions de fois. Ah oui, quand même. Alors, et soit vous êtes le plus gros influenceur du football, soit il y a une autre raison. Voilà. Il y a eu quand même 2000 commentaires, ce qui est quand même important. Et alors, en fait, j'ai voulu en parler parce que cette démarche est très riche d'enseignements. Alors tout le monde, évidemment, la diversité islamisée, la gauche, l'extrême gauche, me tombe dessus à bras raccourcis en disant que mon tweet est raciste. Alors qu'une fois plus, rappelons que vous avez dit « Voici le Ballon d'Or français 2025 ». Vous avez été presque redondant par rapport à l'image. Exactement. C'est quelque chose de, comment dirais-je, de presque pléonasmique. En tout cas, ça relève de l'évidence visuelle. C'est accompagner une image avec sa description factuelle, rien d'autre. Je n'émets aucun jugement de valeur, je ne dis rien d'autre que ce qu'il y a sur l'image. Et malgré cela, on me tombe dessus à bras raccourcis en me traitant de raciste. Alors je me suis posé la question, alors évidemment, comme ce public-là est biberonné à l'idée que tout ce qu'on dit est de toute façon, de près ou de loin, raciste, xénophobe, islamophobe, etc. Mais au-delà, imaginez un instant que le Ballon d'Or français 2025 avait été, je ne sais pas moi, Pavard ou un joueur français de souche et que j'avais mis la même phrase. Est-ce que ça aurait provoqué le même tollé ? Non. En fait, ce qui fait réagir les gens et même la diversité et les gauchistes dans leur âme et conscience, c'est la discordance qu'il y a, en tout cas qu'ils y voient eux, même eux le voient, la discordance qu'il y a entre la phrase qui est décrite, donc le Ballon d'Or français, et l'image. C'est ça qui les fait réagir. Hein. Ils ne savent pas, les malheureux, qu'en réagissant ainsi, c'est eux les racistes. Parce que si effectivement ils considéraient ce joueur comme pleinement français, je veux dire d'identité française, comme quelqu'un, comme ils disent, qui fait rayonner la France, pourquoi réagirait-il de manière aussi violente en qualifiant mon tweet de raciste ? Donc, en fait, c'est leur propre réaction à eux qui est raciste. Et ils sont les seuls à ne pas le savoir. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est que dans la foulée des messages, vous allez avoir... je me suis pris dans la figure un tombereau d'injures. T'es égyptien, sale arabe, retourne dans ton pays, t'es un chameau, qui t'es pour dire qui est français ou pas ? Et donc, en réalité, ceux qui m'attaquent en se drapant des oripeaux de l'antiracisme, lorsqu'ils parlent de moi, en fait, les masques tombent et on découvre que derrière un vernis antiraciste, qui d'ailleurs se lézarde de manière plus ou moins véloce à la moindre incartade,
on découvre en fait des monstres de racisme, de haine et de xénophobie. Donc, c'est eux les racistes. Ça, c'est, je dirais, les enseignements, comment dirais-je, superficiels, ou en tout cas de prime abord. Vient ensuite la deuxième question, ceux qui me disent Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Je n'ai aucun doute, évidemment, quant au talent footballistique d'Ousmane Dembélé. C'est un joueur de grand talent et il faudrait être de mauvaise foi ou pour le coup extrêmement raciste pour lui enlever ça, ce qui n'est pas mon cas. Je reconnais que c'est un joueur de talent. Est-ce que Ousmane Dembélé fait rayonner la France? De quoi on parle? Quelle France Ousmane Dembélé fait-il rayonner? Il fait sans doute rayonner le football français. On peut être d'accord là-dessus. Il fait rayonner le sport français. On peut être d'accord là-dessus. Mais faire rayonner la France, c'est un tout autre degré. Je veux dire, je m'étonne, si vous voulez, de cette manie qu'on a. Aya Nakamura fait rayonner la France. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner même pas la chanson française, parce qu'Aya Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas Aznavour, si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, dont je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral, mais elle contourne en fait la loi sur le voile intégral en mettant un masque chirurgical sur son visage. Ce qui lui permet, effectivement, en accompagnement du reste de son voile, de se masquer complètement. Bon, est-ce que Ousmane Dembélé est un Français d'identité française et est-ce que la famille d'Ousmane Dembélé est l'archétype de la famille française comme vous et moi, selon l'expression consacrée? La réponse est non. Je veux dire, on peut respecter la loi et ne pas être d'identité française. On peut avoir un talent et ne pas être d'identité française. On peut faire beaucoup de choses pour la France parce qu'on aime ce pays, mais ne pas être d'identité française. Il ne faut pas, si vous Ousmane voulez... Dembélé lui-même, d'ailleurs, ne prétend jamais faire rayonner la France. Tout à fait. Ousmane Dembélé, on l'a entendu se dire fier d'être musulman, fier d'être un grand joueur de football, mais je ne l'ai jamais entendu, si vous voulez, comment dirais-je, prononcer des tirades patriotiques, comme d'ailleurs certains joueurs de rugby, par exemple, sur la France ou sur son appartenance ou sur son allégeance à la France. Donc en fait, c'est deux choses différentes. Dire Ousmane Dembélé n'est pas français d'identité française parce qu'il a d'autres allégeances, en particulier une allégeance, comment dirais-je, musulmane ou une allégeance africaine, ce n'est pas lui faire insulte, lui-même le reconnaît. Mais ça n'empêche pas par ailleurs, dans un même mouvement, de reconnaître que c'est un joueur de football extrêmement talentueux qui fait effectivement rayonner le football français et singulièrement le PSG. En quoi c'est contradictoire? Vous savez, tous les clubs ont recours à des mercenaires aujourd'hui qui ne sont pas forcément français d'ailleurs. Lorsque vous avez des étrangers qui sont au PSG, des joueurs étrangers que le club achète à grand prix et qui font rayonner le PSG, est-ce qu'on peut dire que ces joueurs qui sont étrangers font rayonner la France? Non, d'abord parce qu'ils ne sont pas français. Et ensuite, il faut rayonner l'argent qatari, en fait. Ils font rayonner, oui, le football, le Qatar qui est le propriétaire du club, ils font tout rayonner sauf la France, je veux dire. Et c'est faire insulte à personne que de dire cela. Vous savez, la France, c'est une grande et belle affaire. Il ne faut pas galvauder ce terme, il ne faut pas galvauder notre pays, galvauder son identité, considérer que n'importe qui venant de n'importe où, se comportant et s'habillant et parlant n'importe comment, peut être français. Ça, c'est l'idéologie créolisatrice, multiculturaliste de Mélenchon, de Macron, etc., qui considèrent en fait que la France est un hall de gare et que l'appartenance à la France se réduit au brandissement d'un papier sur lequel il y a marqué carte nationale d'identité, ce en quoi d'ailleurs ils sont en porte-à-faux, parce que, comme je l'ai déjà moult fois rappelé à cette antenne, la carte nationale d'identité, les termes ont un sens. Le document qui définit votre appartenance à la France, ça s'appelle une carte nationale d'identité. Ça s'appelle pas simplement une carte. Ça s'appelle pas un pass Navigo. Ça s'appelle pas un membership dans un club.
Ça s'appelle une carte nationale d'identité, c'est-à-dire que ceux qui possèdent cette carte doivent avoir un bout de la nation française en eux et son identité. La prouesse, si vous voulez, du système antinational qui dirige la France depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'il a plastiqué ces termes naguère consubstantiels. Carte nationale d'identité, c'était inséparable. Il les a plastiqués pour en faire des éléments, comment dirais-je, séparés. Donc on peut avoir une carte sans avoir aucune allégeance à la nation et sans une bribe d'identité française. Et je dirais, par exemple, pourquoi ceux qui parlent de faire rayonner la France, pourquoi ne citent-ils jamais l'exemple de Boualem Sansal? Voilà quelqu'un qui fait rayonner la France en écrivant des livres en français, en ayant une vraie pensée, en s'étant acculturé à l'identité française, à un pays qu'il aime profondément. Voilà quelqu'un qui fait rayonner la France au sens de nation, de patrie, au sens littéraire du terme et au sens historique et culturel du terme. Bizarrement, les gens qui vous disent que Nakamura, Dembélé, etc. font rayonner la France ne disent jamais de ces Français assimilés admirables qui, eux, pour le coup, de par le fait qu'ils se sont assimilés à la France et qu'ils en ont adopté les codes, la langue, la connaissance de l'histoire, la manière de vivre, d'être et de parler, ceux-là ne font pas rayonner la France. Ces mêmes personnes disent de Boualem Sansal que c'est un Algérien. Donc en fait, Jean Messia, j'en profite pour mettre une parenthèse. Je naviguais hier sur le compte X de Nathalie Loiseau. Voilà, le journalisme politique a parfois des devoirs pénibles. On est obligé de regarder ce que Valérie Hayer et Nathalie Loiseau peuvent penser du monde. Vous n'êtes pas envolé, j'espère. Non. Enfin, voilà, quand on lit Nathalie Loiseau, en fait, c'est rarement un souffle vous transporte. Et elle expliquait que ceux qui réclament pour Boualem Sansal le prix Sakharov à l'Union européenne sont évidemment de fiefés bandits et donc des fascistes qui instrumentalisent Boualem Sansal alors que elle, qui appartient au parti présidentiel, elle qui est une sectatrice de Macron, évidemment, est fidèle à la manière dont la France entend laisser croupir Boualem Sansal là où il est. Et elle reproche en fait à ceux qui mettent en avant Boualem Sansal de se servir de Boualem Sansal comme d'un marchepied pour leur propre gloire et pas du tout d'aider Boualem Sansal. Qu'est-ce que vous alors comme c'est Sarah Knafo qui entre autres a proposé Boualem Sansal pour le prix Sakharov, qu'est-ce que vous en pensez? Sarah Knafo a été la seule d'ailleurs, hein, puisque les autres, en fait, si vous voulez, c'est très bien ce que dit Nathalie Loiseau. Admettons, pour les besoins du raisonnement, qu'elle ait raison. Mais dans ce cas-là, Nathalie Loiseau devrait, dans la même geste, reconnaître que ceux qui veulent décerner des prix à des Dembélé ou à des Aya Nakamura instrumentalisent des racisés pour abattre les derniers murs porteurs de la France et détruire la France. Enfin, allons au bout de sa logique. Si effectivement ce qu'elle dit est vrai, eh bien, il faut qu'elle reconnaisse aussi que lorsqu'on l'instrumentalise des Français de papier, eh bien, et ça a un but. C'est quoi le but? Le but, c'est, comment dirais-je, d'accélérer la phase d'euthanasie terminale de la France. C'est d'instrumentaliser des gens qui ne sont pas français pour, comment dirais-je, faire triompher l'idée que n'importe qui est français, que finalement la France n'a ni identité, ni passé, ni culture, ni même géographie. Alors, évidemment que ceux qui proposent Boualem Sansal comme Sarah Knafo et comme Reconquête, qui est le seul parti, au fond, c'est le dernier homme debout en matière de défense, comment dirais-je, sans concession de l'identité française, ont raison. Excusez-moi, en France, on défend la France et on défend ceux qui ressemblent le plus à la France. La France n'a pas vocation sur son territoire à défendre des gens qui n'ont aucun rapport avec elle. Bon, donc, si vous voulez, ceux qui instrumentalisent, entre guillemets, parce que c'est le terme... est évidemment très mal choisi et très politique. Mais ceux qui veulent, comment dirais-je, accorder les honneurs de la France à un Boualem Sansal qui a démontré par sa propre trajectoire, à la fois personnelle, académique, intellectuelle, qu'il a mérité la France, c'est tout à fait simple pour une nation. Vous croyez que dans un pays arabe ou musulman, lorsque quelqu'un se convertit à l'islam et qu'il devient un musulman exemplaire, on ne va pas l'ériger en exemple davantage que quelqu'un qui vient vivre dans le pays et qui crache sur le pays? Enfin, quelle nation au monde n'honore pas ceux qui lui ressemblent?
C'est quand même incroyable. La France est une nation comme une autre, les gars. C'est pas un pays à part. Tout pays est fier de ceux qui le rejoignent, de ceux qui en adoptent l'identité, la culture, la langue. On est beaucoup plus fiers de ces gens-là que des gens qui viennent d'ailleurs et qui vous disent nique la France. Enfin, ceux qui sont fiers des gens qui disent nique la France ne sont pas des Français, en fait, ou ce sont des traîtres à la France, hein. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, et pour terminer sur votre question, qui est une question qui m'a permis voilà, d'avoir une réflexion, si vous voulez, sur les malheurs de la France aujourd'hui, c'est que, bizarrement, nous sommes dans un système où, pour être considéré comme français à part entière, vous devez être racisé, vous devez haïr la France, nourrir un esprit revanchard contre la France, et si vous pouvez en plus être délinquant et criminel, alors là, c'est le Graal. Ça, c'est français. Et si vous dites que cet individu qui est la France, qui crache sur la France, qui nourrit à l'égard de la France une haine inextinguible, n'est pas français, vous êtes un fiefé raciste. En revanche, les immigrations qui s'assimilent à la France, qui deviennent françaises, qui aiment la France, qui défendent la France, qui veulent ressembler à la France, votre devoir est de dire que ces gens-là ne sont pas français. Regardez, moi, je me prends tous les jours dans la figure, mais t'es pas français, t'es égyptien. Donc, un type, un imam qui est né en France, qui profère et qui diffuse sa haine de la France dans les médias, qui est habillé comme un bédouin du 8e siècle et qui vocifère des paroles haineuses à la France, ça, j'ai pas le droit de dire qu'il n'est pas français, parce qu'au prétexte qu'il a la nationalité française, donc il a tout à voir avec la France, c'est un Français parfait. Et si vous ne le voyez pas comme un Français, c'est que vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. Et en revanche, un Jean Messia, un Boualem Sansal, une Sonia Mabrouk, enfin tous ces Français qui, dans leurs différents domaines, sont assimilés et aiment la France, vous devez les considérer comme Algériens, Égyptiens, Tunisiens, parce que ces gens n'ont rien. Donc, en fait, ça interroge sur qu'est-ce que la France? Est-ce que la France qu'ont connue nos aïeux, est-ce que c'est la France d'Aya Nakamura, de Dembélé, de Yacine Bellatar, ou est-ce que c'est la France défendue par Jean Messia? Est-ce que c'est la France défendue par Boualem Sansal? Est-ce que c'est la France qui ressemble à Sonia Mabrouk, etc.? Voilà la question. Donc moi, je crois que la France, c'est une histoire, c'est une identité particulière. C'est ce que disait le général de Gaulle. C'est très bien qu'il y ait des Français noirs, arabes, enfin des Français de toutes les couleurs, mais il faut qu'ils restent minoritaires. Enfin, ça prouve que la France a une capacité d'universalité. Mais il faut que ces gens-là restent minoritaires, parce que sinon, la France ne serait plus la France. Alors imaginez dans un pays où ces gens qui sont d'autres couleurs et d'autres identités, non seulement ne sont pas minoritaires, mais que de surcroît, ils cultivent leur propre irrédentisme identitaire, enfin alter-identitaire et culturel. Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui disent vous fragmentez la France, vous fracturez la France, vous divisez la France, ce sont eux qui divisent la France. Nous voulons un pays qui soit un pays uniculturel. Il faut qu'en France, il y ait une seule et unique identité qui est l'identité nationale française. Après que vous soyez d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine asiatique, mais que vous adhérez pleinement à cette identité nationale française, c'est très bien. Mais encore une fois, on ne peut pas assimiler des peuples. L'assimilation à la France a été rendue impossible dès lors qu'on est passé de l'immigration à l'invasion, l'invasion impliquant l'islamisation. Et c'est ce pourquoi, à Reconquête, nous luttons de manière prioritaire, parce que il ne faut pas vous y tromper. Lorsque on mobilise des temps d'antenne avec l'attaque Zuckman, avec les problèmes écologiques, avec je ne sais quel autre problème, de quoi il s'agit? C'est pas que tous ces problèmes-là sont pas importants, mais dans le but, dans l'esprit du système antinational, tout doit être fait pour écarter la question identitaire du débat public. Regardez la manière dont la pétition de Philippe de Villiers est traitée dans les médias antinationaux. L'attaque Zuckman, en fait, les gens n'en ont rien à foutre de qui paye quoi. Et de quoi ils en ont à foutre, en fait? Ils en ont à foutre tout simplement du fait qu'il ne faut pas aborder le seul et unique sujet qui est irréversible. Parce que, mon cher Richard, la politique fiscale, ça se corrige. Demain, vous avez un pouvoir national qui arrive aux commandes.
on peut corriger la politique fiscale, on peut corriger la politique budgétaire, on peut corriger les dépenses, les recettes de l'État, on peut corriger le pouvoir d'achat par des politiques, on peut réindustrialiser la France. Tout ça est possible. La seule chose qui est irréversible, qui, une fois qu'on l'a perdue, plus aucune politique ne peut la ramener, c'est l'identité nationale. Les peuples qui ont disparu de l'histoire ne sont jamais revenus. C'est pour ça qu'il faut faire de la lutte pour le maintien de l'identité nationale au sein de notre territoire une priorité absolue, première, c'est la lutte contre l'immigration, l'invasion et contre l'islamisation. Parce que ça, quand c'est perdu, eh bien c'est perdu à tout jamais. Alors, et ceux qui, évidemment, ne sont pas d'accord avec vous et qui, au contraire, prêchent pour une France créolisée, après nous avoir dit d'abord qu'il fallait juste qu'elle soit multiculturelle et ensuite de tomber le masque en étant, comme tous les bons racialistes, en fait, de véritables racistes. Et pourquoi je parle de racialistes? C'est eux qui parlent de personnes racialisées et donc qui nous expliquent que leur racisme à eux est parfaitement justifiable car il consiste à réinventer le racisme mais peint aux couleurs de la gauche. Ceux-là même qui supportent que la femme de Dembélé soit quasiment voilée intégrale et arbore un pseudo-niqab sont absolument furieux quand on voit apparaître une religieuse blanche française sur le plateau de CNews et on a l'impression que là c'est comme si il y avait une nouvelle présentatrice afghane grillée des pieds à la tête qui avait débarqué puisque dans Horreur, Abomination, Désolation, c'est une catholique, c'est une femme, elle est voilée, autrement dit, elle présente, selon eux, tous les traits les plus odieux du racisme le plus français, de l'identité française la plus nauséabonde, et ils vont jusqu'à, évidemment, avec ce sens subtil de la nuance qui était celui de Christophe Castaner, comparer le voile des religieuses à celui qui enturbane les petites filles musulmanes de 6 ans jusqu'à leur mort. Alors ça, je dois dire que ça m'a... D'ailleurs, j'ai répondu à Ercilia Soudé de manière un peu verte, au sens de vertement, hein, pas au sens écologique, parce qu'en fait, alors, il y a deux choses. La première, c'est juste pour faire la transition avec le sujet précédent. Je croyais que j'avais été super bon dans ma transition, mais ok. Ah oui, oui, tout à fait. Mais en fait, c'était une manière un peu pour moi insidieuse de rappeler un argument que j'avais oublié de rappeler dans le débat précédent. Et, enfin, les gens, ils disent, mais ces gens-là sont nés en France. Dembélé est né en France, Bellatar est né en France. Ils sont nés en France. Donc, en fait, ils sont français. Il faut quand même rappeler, sans faire injure à personne, qu'un âne né dans une écurie n'est pas pour autant un cheval. Bon, ça veut dire que la France, comme disait Renan, c'est plus qu'une race, c'est une nation. Et donc, il y a une adhésion à la nation. C'est pas, comment dirais-je, moi, je suis pas né en France, mais je me sens pleinement français. Vous comprenez? Et vous avez des gens qui sont nés en France au bout de la deuxième et troisième génération, qui ne se sentent pas français, qui ont une allégeance envers leur pays d'origine qu'ils ne connaissent même pas. Donc, on a créé quand même des générations de schizophrènes identitaires. Et pour ce qui concerne cette religieuse, oui, c'est une confusion qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire de tout temps, et je le vois sur les réseaux sociaux en permanence, où vous photographiez des bonnes sœurs, des religieuses catholiques, et on vous dit, bah voyez, vous avez une lecture deux poids, deux mesures. Donc le voile islamique, vous ne l'acceptez pas, mais par contre, quand le voile est chrétien, là, vous ne dites rien. Écoutez, le voile d'une religieuse. Une religieuse, c'est une professionnelle de la religion. On va adopter le vocabulaire que tout le monde peut comprendre. C'est une professionnelle de la religion, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, qui vit dans un monastère à l'abri des regards, monastère dont elle ne sort quasiment jamais. C'est une démarche qui se fait à l'âge adulte. Et il n'y a pas des catholiques, effectivement, qui mettent des voiles de bonnes sœurs à des petites filles catholiques de 5 ou 6 ans. Bon. Donc c'est une démarche qui est une démarche de pur libre arbitre. C'est un choix personnel qui est fait sur le tard pour rentrer, comme on dit, dans les ordres. Le voile islamique n'a rien à voir avec ça. Le voile islamique concerne des femmes ordinaires qui acceptent, qui décident de porter des bouts de charia par suprémacisme islamique pour conquérir visuellement l'espace d'un pays qui n'est pas musulman. Moi, j'ai rien contre le voile islamique. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en Égypte pendant des années. J'ai vécu au Liban pendant des années. J'ai vécu aux Émirats arabes unis pendant des années. Le voile, c'est quelque chose qui m'est très familier.
Et ça me dérange absolument pas de voir dans les rues du Caire, d'Abu Dhabi ou même de Beyrouth, de voir des femmes musulmanes voilées ou même en niqab. Ça me dérange pas. C'est leur environnement civilisationnel et personne, je veux dire, ne tombe de l'armoire en voyant des tenues islamiques dans des pays islamiques. Bon, en France, le catholicisme, il est chez lui. La France a des racines chrétiennes. La France est chrétienne depuis des siècles. Quand on descend dans la rue, je rappelle quand même aux gauchistes que lorsqu'on se balade dans les rues de nos villes et de nos villages et dans la capitale de la France qui est Paris, on ne voit pas de mosquée, on ne voit pas de synagogue, on ne voit pas de temple bouddhiste. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des églises, on voit des évêchés, on voit des cathédrales, on voit des monastères, on voit des crucifix. Pourquoi? Ça tombe pas du ciel. C'est bien que l'architecture a gardé en mémoire le fait, une réalité, que la France est chrétienne. Elle n'est pas autre chose que chrétienne. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a eu des mots magnifiques dans l'attente de la sortie de son prochain livre, La messe n'est pas dite. La France est chrétienne et je veux vivre en France. Il a tout dit. Bon, donc l'islam est une religion d'importation. La France n'a jamais été musulmane. À travers les siècles, il n'y a pas eu d'islam en France, contrairement aux mensonges que l'on entend. L'islam est arrivé en France avec les vagues migratoires d'après-guerre. C'est comme ça qu'il est arrivé. Donc évidemment qu'un pays qui de base n'est pas musulman, il est beaucoup plus choqué de voir des millions de femmes, parce que ce sont des millions, il n'y a pas de millions de bonnes sœurs, et les bonnes sœurs ne circulent pas dans la rue, elles ne sont pas mariées, elles n'accompagnent pas le service public à gauche et à droite. Donc, il n'y a pas d'entrisme de bonnes sœurs, si vous voulez, dans nos services publics et dans nos institutions. Ce sont des personnes qui, encore une fois, vivent recluses en consacrant leur vie à Dieu. En revanche, les femmes voilées, c'est pas le même phénomène. C'est des mères de famille, c'est des femmes ordinaires, c'est des femmes qui travaillent, qui veulent pouvoir plaider en voile islamique, qui veulent pouvoir accompagner les voyages scolaires en voile islamique, qui veulent aller étudier à l'université en voile islamique, qui veulent vendre dans des magasins ou travailler dans des entreprises en voile islamique. On voit bien quand même qu'il y a une forme de suprémacisme et d'entrisme religieux qui n'existe pas chez le catholicisme, et pour cause, puisque le catholicisme est chez lui. Personne, quand moi, personnellement, je vois une bonne sœur dans un train, ou même un prêtre, je me dis pas, oulala, je suis pas choqué autant que si je vois une famille dont le mec est en camis et où la femme est en niqab. Voilà. Et probablement que dans les populations des pays musulmans, ils sont beaucoup moins choqués de voir quelqu'un en camis avec sa femme qui est en niqab que de voir un homme habillé en croisé et sa femme habillée en bonne sœur. Bon, voilà. Ce que je veux expliquer par là, c'est que, contrairement à ce que croit la gauche, une identité ne se résume pas à des lois. D'accord ? C'est pas parce qu'une loi n'interdit pas le voile islamique dans l'espace public que vous enlevez le droit des Français à être choqués à la vue du voile islamique. Genre, quand vous allez à Alger vous balader avec un vêtement de croisé, par exemple, mais prenons un exemple exagéré à des fins pédagogiques, vous revêtez un vêtement de croisé et vous allez vous balader dans la Casbah d'Alger. Est-ce qu'il y a une loi algérienne qui interdit que vous vous baladiez avec une tenue de croisé? Non. Est-ce que les Algériens, lorsqu'ils vont vous voir en tenue de croisé, vont pas vous tomber dessus en vous rossant bien comme il faut pour vous expliquer que vous les avez provoqués? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une identité, une manière de vivre indicible qui ne s'explique pas. Une identité nationale ne s'explique pas. Elle ne se définit pas. J'adore les gens qui vous disent « Mais c'est quoi l'identité française ?» Une identité, à partir du moment où vous commencez à vous poser la question de ce qu'elle est, c'est déjà que vous ne la vivez plus. Donc rien que la question, elle est grave. Parce que la vérité, aucun Marocain ou aucun Algérien ne vous demanderait qu'est-ce que l'identité marocaine ou qu'est-ce que l'identité algérienne. Un type qui poserait ces questions dans ces pays serait considéré comme fou. Bon, en France, le fait de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'être français, d'où on vient, c'est quoi nos racines, eh ben, ça prouve bien qu'il y a un énorme malaise. Et ça veut bien dire que la France est en train de devenir autre chose qu'est-ce qu'elle n'est. Et c'est exactement ça qui résume notre combat. Nous voulons que la France reste ce qu'elle est, afin que plus personne, que ça soit tellement évident, qu'afin que plus personne ne puisse poser la question qu'est-ce qu'être français ou qu'est-ce que la France, parce qu'on veut que la France et le fait d'être français s'impose à tout le monde de manière évidente. Il n'y a pas ni à la définir ni à l'expliquer.
Merci beaucoup Jean Messia pour cet excellent éditorial et merci de nous montrer ce que c'est que d'être français. À très bientôt et c'est-à-dire Merci, à la semaine Richard. prochaine.